La débâcle, par Émile Zola, partie 9 du livre audio, chapitre 7 de la partie 2 du roman. À cette heure, autour de Sedan, de toutes les positions perdues, de Floing, du plateau d'Illy, du bois de la Garenne, de la vallée de la Givonne, de la route de Bazeilles, un flot épouvanté d'hommes, de chevaux et de canons refluait, roulait vers la ville. Cette place forte, sur laquelle on avait eu l'idée désastreuse de s'appuyer, devenait une tentation funeste, l'abri qui s'offrait aux fuyards, le salut où se laissaient entraîner les plus braves dans la démoralisation et la panique de tous. Derrière les remparts, là-bas, on s'imaginait qu'on échapperait enfin à cette terrible artillerie, grondant depuis bientôt 12 heures. Et il n'y avait plus de conscience, plus de raisonnement, la bête emportait l'homme. C'était la folie de l'instinct galopant, cherchant le trou pour se terrer et dormir. Au pied du petit mur, lorsque Maurice, qui baignait d'eau fraîche le visage de Jean, vit qu'il rouvrait les yeux, il eut une exclamation de joie. « Ah, mon pauvre bougre, je t'ai cru fichu. Et ce n'est pas pour te le reprocher, mais ce que tu es lourd. » Étourdi encore, Jean semblait s'éveiller d'un songe. Puis il dut comprendre, se souvenir, car deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. Ce Maurice si frêle, qu'il aimait, qu'il soignait comme un enfant, il avait donc trouvé, dans l'exaltation de son amitié, des bras assez forts pour la porter jusque-là. « Attends que je voie un peu ta caboche. » La blessure n'était presque rien. Une simple éraflure du cuir chevelu qui avait saigné beaucoup. Les cheveux, que le sang collait à présent, avaient formé tampon. Aussi se garda-t-il bien de les mouiller pour ne pas rouvrir la plaie. « Là, tu es débarbouillé. Tu as repris figure humaine. Attends encore que je te coiffe. » Et, ramassant à côté le képi d'un soldat mort, il le lui posa avec précaution sur la tête. « C'est juste ta pointure. Maintenant, si tu peux marcher, nous voilà de beaux garçons. » Jean se mit debout, secoua la tête pour s'assurer qu'elle était solide. Il n'avait plus que le crâne un peu lourd. Ça irait très bien. Et il fut saisi d'un attendrissement d'homme simple. Il empoigna Maurice, l'étouffa sur son cœur en ne trouvant que ces mots. « Ah, mon cher petit, mon cher petit !» Mais les Prussiens arrivaient. Il s'agissait de ne pas flâner derrière le mur. Déjà, le lieutenant Rochas battait en retraite avec ses quelques hommes protégeant le drapeau que le sous-lieutenant portait toujours sous son bras, roulé autour de la hampe. La poule, très grand, pouvait se hausser, lâchait encore des coups de feu par-dessus le chaperon, tandis que Pache avait remis son chasse-peau en bandoulière, jugeant sans doute que c'était assez, qu'il aurait fallu maintenant manger et dormir. Jean et Maurice, courbés en deux, se hâtèrent de les rejoindre. Ce n'étaient ni les fusils ni les cartouches qui manquaient. Il suffisait de se baisser. De nouveau, ils s'armèrent, ayant tout abandonné là-bas, le sac et le reste, quand l'un avait dû charger l'autre sur ses épaules. Le mur s'étendait jusqu'au bois de la Garenne, et la petite bande, se croyant sauvée, se jeta vivement derrière une ferme, puis, de là, gagna les arbres. « Ah !» dit Rochas, qui gardait sa belle confiance inébranlable. « Nous allons souffler un moment ici, avant de reprendre l'offensive. » Dès les premiers pas, tous sentirent qu'ils entraient dans un enfer. Mais ils ne pouvaient reculer. Il fallait quand même traverser le bois, leur seule ligne de retraite. À cette heure, c'était un bois effroyable, le bois de la désespérance et de la mort. Comprenant que des troupes se repliaient par là, les Prussiens le criblaient de balles, le couvraient d'obus. Et il était comme flagellé d'une tempête, tout agité et hurlant dans le fracassement de ses branches. Les obus coupaient les arbres, les balles faisaient pleuvoir les feuilles, des voix de plainte semblaient sortir des troncs fendus, des sanglots tombaient avec les ramures trempées de sève. On aurait dit la détresse d'une cohue enchaînée, la terreur et les cris de milliers d'êtres cloués au sol qui ne pouvaient fuir sous cette mitraille.
Jamais angoisse n'a soufflé plus grande que dans la forêt bombardée. Tout de suite, Maurice et Jean, qui avaient rejoint leurs compagnons, s'épouvantèrent. Ils marchaient alors sous une haute futaie, ils pouvaient courir. Mais les balles sifflaient, se croisaient. Impossible d'en comprendre la direction, de manière à se garantir en filant d'arbre en arbre. 2 hommes furent tués, frappés dans le dos, frappés à la face. Devant Maurice, un chêne séculaire, le tronc broyé par un obus, s'abattit avec la majesté tragique d'un héros, écrasant tout à son entour. Et, au moment où le jeune homme sautait en arrière, un être colossal, à sa gauche, qu'un autre obus venait de découronner, se brisait, s'effondrait, ainsi qu'une charpente de cathédrale. Où fuir? De quel côté tourner ses pas? Ce n'était, de toutes parts, que des chutes de branches, comme dans un édifice immense qui menacerait ruine et dont les salles se succéderaient sous des plafonds croulants. Puis, lorsqu'ils eurent sauté dans un taillis pour échapper à cet écrasement des grands arbres, ce fut Jean qui manqua d'être coupé en 2 par un projectile qui, heureusement, n'éclata pas. Maintenant, il ne pouvait plus avancer, au milieu de la foule inextricable des arbustes. Les tiges minces les liaient aux épaules, les hautes herbes se nouaient à leurs chevilles. Des murs brusques de broussailles les immobilisaient pendant que les feuillages volaient autour d'eux sous la faux géante qui fauchait le bois. À côté d'eux, un autre homme, foudroyé d'une balle au front, resta debout, serré entre 2 jeunes bouleaux. 20 fois, prisonniers de ce taillis, ils sentirent passer la mort. « Sacré bon Dieu !» dit Maurice, « nous n'en sortirons pas. » Il était livide, un frisson le reprenait. Et Jean, si brave, qui le matin l'avait réconforté, pâlissait lui aussi, envahi d'un froid de glace. C'était la peur, l'horrible peur, contagieuse, irrésistible. De nouveau, une grande soif les brûlait, une insupportable sécheresse de la bouche, une contraction de la gorge, d'une violence douloureuse d'étranglement. Cela s'accompagnait de malaise, de nausées au creux de l'estomac, tandis que des pointes d'aiguilles lardaient leurs jambes. Et, dans cette souffrance toute physique de la peur, la tête serrée, ils voyaient filer des milliers de points noirs, comme s'ils avaient pu, au passage, distinguer la nuée volante des balles. « Ah, fichu sort !» bégaya Jean. « C'est vexant tout de même d'être là, à se faire casser la gueule pour les autres, quand les autres sont quelque part à fumer tranquillement leur pipe. » Maurice, éperdu, hagard, ajouta : « Oui, pourquoi est-ce moi plutôt qu'un autre ?» C'était la révolte du moi, l'enragement égoïste de l'individu qui ne veut pas se sacrifier pour l'espèce et finir. « Et encore, reprit Jean, si l'on savait la raison, si ça devait servir à quelque chose. » Puis, levant les yeux, regardant le ciel. « Avec ça, ce cochon de soleil qui ne se décide pas à foutre le camp. Quand il sera couché et qu'il fera nuit, on ne se battra plus peut-être. » Depuis longtemps déjà, ne pouvant savoir l'heure, n'ayant même pas conscience du temps, il guettait ainsi la chute lente du soleil qui lui semblait ne plus marcher, arrêté là-bas, au-dessus des bois de la rive gauche. Et ce n'était même pas lâcheté, c'était un besoin impérieux, grandissant, de ne plus entendre les obus ni les balles, de s'en aller ailleurs, de s'enfoncer en terre pour s'y anéantir. Sans le respect humain, la gloriole de faire son devoir devant les camarades, on perdrait la tête, on filerait malgré soi au galop. Cependant, Maurice et Jean, de nouveau, s'accoutumaient, et, dans l'excès de leur affolement, venait une sorte d'inconscience et de griserie, qui était de la bravoure. Ils finissaient par ne plus même se hâter, au travers du bois maudit. L'horreur s'était encore accrue parmi ce peuple d'arbres bombardés, tués à leur poste, s'abattant de tous côtés comme des soldats immobiles et géants. Sous les frondaisons, dans le délicieux demi-jour verdâtre, au fond des asiles mystérieux, tapissés de mousse, soufflait la mort brutale.
Les sources solitaires étaient violées, des mourants râlaient jusque dans les coins perdus, où des amoureux seuls s'étaient égarés jusque-là. Un homme, la poitrine traversée d'une balle, avait eu le temps de crier « Touché !» en tombant sur la face. Mort. Un autre qui venait d'avoir les 2 jambes brisées par un obus continuait à rire, inconscient de sa blessure, croyant simplement s'être heurté contre une racine. D'autres, les membres troués, atteints mortellement, parlaient et couraient encore, pendant plusieurs mètres, avant de culbuter dans une convulsion brusque. Au premier moment, les plaies les plus profondes se sentaient à peine, et plus tard seulement, les effroyables souffrances commençaient, jaillissaient en cris et en larmes. Ah, le bois scélérat, la forêt massacrée, qui, au milieu du sanglot des arbres expirants, s'emplissait peu à peu de la détresse hurlante des blessés. Au pied d'un chêne, Maurice et Jean aperçurent un zouave qui poussait un cri continu de bête égorgée, les entrailles ouvertes. Plus loin, un autre était en feu. Sa ceinture bleue brûlait. La flamme gagnait et grillait sa barbe, tandis que, les reins cassés, sans doute, ne pouvant bouger, il pleurait à chaudes larmes. Puis c'était un capitaine, le bras gauche arraché, le flanc droit percé jusqu'à la cuisse, étalé sur le ventre, qui se traînait sur les coudes en demandant qu'on l'achevât, d'une voix aiguë, effrayante de supplication. D'autres encore, souffraient abominablement, semaient les sentiers herbus en si grand nombre qu'il fallait prendre garde pour ne pas les écraser au passage. Mais les blessés, les morts ne comptaient plus. Le camarade qui tombait était abandonné, oublié. Pas même un regard en arrière. C'était le sort. À un autre. À soi, peut-être. Tout d'un coup, comme on atteignait la lisière du bois, un cri d'appel retentit. « À moi !» C'était le sous-lieutenant, porteur du drapeau, qui venait de recevoir une balle dans le poumon gauche. Il était tombé, crachant le sang à pleine bouche. Et, voyant que personne ne s'arrêtait, il eut la force de se reprendre et de crier « Au drapeau !» D'un bond, Rochas, revenu sur ses pas, prit le drapeau, dont la hampe s'était brisée, tandis que le sous-lieutenant murmurait les mots empâtés d'une écume sanglante. « Moi, j'ai mon compte, je m'en fous. Sauvez le drapeau !» Et il resta seul, à se tordre sur la mousse, dans ce coin délicieux du bois, arrachant les herbes de ses mains crispées, la poitrine soulevée par un râle qui dura pendant des heures. Enfin, on était hors de ce bois d'épouvante. Avec Maurice et Jean, il ne restait de la petite bande que le lieutenant Rochas, Pache et la poule. Gaude, qu'on avait perdu, sortit à son tour d'un fourré, galopa pour rejoindre les camarades, son clairon pendu à l'épaule. Et c'était un vrai soulagement de se retrouver en rase campagne, respirant à l'aise. Le sifflement des balles avait cessé. Les obus ne tombaient pas de ce côté du vallon. Tout de suite, devant la porte charretière d'une ferme, ils entendirent des jurons. Ils aperçurent un général qui se fâchait, monté sur un cheval fumant de sueur. C'était le général Bourguin des Feuilles, le chef de leur brigade, couvert lui-même de poussière et l'air brisé de fatigue. Sa grosse figure colorée de bon vivant exprimait l'exaspération où le jetait le désastre, qu'il regardait comme une malchance personnelle. Depuis le matin, ses soldats ne l'avaient plus revu. Sans doute il s'était égaré sur le champ de bataille, courant après les débris de sa brigade, très capable de se faire tuer, dans sa colère contre ces batteries prussiennes qui balayaient l'Empire et sa fortune d'officier aimé des Tuileries. « Tonnerre de Dieu !» criait-il. « Il n'y a donc plus personne ? On ne peut donc pas avoir un renseignement dans ce fichu pays !» Les habitants de la ferme devaient s'être enfuis au fond des bois. Enfin, une femme très vieille parut sur la porte, quelque servante oubliée que ses mauvaises jambes avaient clouée là. « Hé, la mère,
par ici. Où est-ce, la Belgique ?» Elle le regardait, hébétée, n'ayant pas l'air de comprendre. Alors il perdit toute mesure, oublia qu'il s'adressait à une paysanne, gueulant qu'il n'avait pas envie de se faire prendre au piège comme un serin, en rentrant à Sedan, qu'il allait foutre le camp à l'étranger, lui, et raide. Des soldats s'étaient approchés, qu'il écoutait. « Mais, mon général, dit un sergent, on ne peut plus passer. Il y a des Prussiens partout. C'était bon ce matin de filer. » Des histoires, en effet, circulaient déjà, des compagnies séparées de leur régiment qui, sans le vouloir, avaient passé la frontière, d'autres qui, plus tard, étaient même parvenus à percer bravement les lignes ennemies avant la jonction complète. Le général, hors de lui, haussait les épaules. « Voyons, avec des bons bougres comme vous, est-ce qu'on ne passe pas où l'on veut ? Je trouverais bien 50 bons bougres pour se faire encore casser la gueule. » Puis, se retournant vers la vieille paysanne. « Hé, tonnerre de Dieu, la mère, répondez donc ! La Belgique, où est-ce » Cette fois, elle avait compris. Elle tendit vers les grands bois sa main décharnée. « Là-bas, là-bas. »« Hein ? Qu'est-ce que vous dites ? Ces maisons qu'on aperçoit au bout des champs ?»« Oh, plus loin, beaucoup plus loin. Là-bas, tout là-bas. » Du coup, le général étouffa de rage. « Mais c'est dégoûtant, un sacré pays pareil. On ne sait jamais comment il est fait. La Belgique était là, on craignait de sauter dedans sans le vouloir. Et maintenant qu'on veut y aller, elle n'y est plus. Non, non, c'est trop à la fin. Qu'ils me prennent, qu'ils fassent de moi ce qu'ils voudront. Je vais me coucher. » Et, poussant son cheval, sautant sur la selle comme une outre gonflée d'un vent de colère, il galopa du côté de Sedan. Le chemin tournait, et l'on descendait dans le fond de Givonne, un faubourg encaissé entre des coteaux, où la route qui montait vers les bois était bordée de petites maisons et de jardins. Un tel flot de fuyards l'encombrait à ce moment que le lieutenant Rochas se trouva comme bloqué, avec Pache, la Poule et Gaude, contre une auberge, à l'angle d'un carrefour. Jean et Maurice eurent de la peine à les rejoindre. Et tous furent surpris d'entendre une voix épaisse d'ivrogne qui les interpellait. « Tiens, cette rencontre ? Ohé, la coterie ! Ah, c'est une vraie rencontre tout de même !» Ils reconnurent Chouteau, dans l'auberge, accoudé à une des fenêtres du rez-de-chaussée. Très ivre, il continua, entre deux hoquets. « Dites donc, vous gênez pas si vous avez soif. Il y en a encore pour les camarades. » D'un geste vacillant, par-dessus son épaule, il appelait quelqu'un, resté au fond de la salle. « Arrive, feignant, donne à boire à ces messieurs. » Ce fut Loubet qui parut à son tour, tenant dans chaque main une bouteille pleine qu'il agitait en rigolant. Il était moins ivre que l'autre. Il cria de sa voix de blague parisienne avec le nasillement des marchands de coco un jour de fête publique. « À la fraîche, à la fraîche. Qui veut boire ?» On ne les avait pas revus depuis qu'ils s'en étaient allés, sous le prétexte de porter à l'ambulance le sergent Sapin. Sans doute ils avaient erré ensuite, flânant, évitant les coins où tombaient les obus. Et ils venaient d'échouer là, dans cette auberge mise au pillage. Le lieutenant Rochas fut indigné. « Attendez, bandits, je vais vous faire siroter, pendant que nous tous, nous crevons à la peine. » Mais Chouteau n'accepta pas la réprimande. « Oh, tu sais, espèce de vieux toqué, il n'y a plus de lieutenant, il n'y a que des hommes libres. Les Prussiens ne t'en ont donc pas fichu assez, que tu veux t'en faire coller encore ?» Il fallut retenir Rochas, qui parlait de lui casser la tête. D'ailleurs, Loubet lui-même, avec ses bouteilles dans les bras, s'efforçait de mettre la paix. « Laissez donc, faut pas se manger, on est tous frères. » Et, avisant la Poule et Pache, les deux camarades de l'escouade, « Faites pas les serins, entrez, vous autres, qu'on vous rince le gosier. » Un instant, la Poule hésita, dans l'obscure conscience que ce serait mal de faire la fête lorsque tant de pauvres bougres avalaient leur langue. Mais il était si éreinté
si épuisé de faim et de soif. Tout d'un coup, il se décida, entra dans l'auberge d'un saut sans une parole, en poussant devant lui Pache, également silencieux et tenté, qui s'abandonnait. Et ils ne reparurent pas. « Tas de brigands !» répétait Rochas. « On devrait tous les fusiller !» Maintenant, il n'avait plus avec lui que Jean, Maurice et Gaude. Et tous quatre étaient peu à peu dérivés, malgré leur résistance, dans le torrent des fuyards qui coulaient à plein chemin. Déjà, ils se trouvaient loin de l'auberge. C'était la déroute, roulant vers les fossés de Sedan, en un flot bourbeux, pareil à l'amas de terre et de cailloux qu'un orage battant les hauteurs entraîne au fond des vallées. De tous les plateaux environnants, par toutes les pentes, par tous les plis de terrain, par la route de Floing, par Pierremont, par le cimetière, par le champ de Mars, aussi bien que par le fond de Givonne, la même cohue ruisselait en un galop de panique sans cesse accru. Et que reprocher à ces misérables hommes qui, depuis 12 heures, attendaient immobiles sous la foudroyante artillerie d'un ennemi invisible contre lequel ils ne pouvaient rien? À présent, les batteries les prenaient de face, de flanc et de dos. Les feux convergeaient de plus en plus à mesure que l'armée battait en retraite sur la ville. C'était l'écrasement en plein tas, la bouillie humaine au fond du trou scélérat où l'on était balayé. Quelques régiments du 7e corps, surtout du côté de Floing, se repliaient en assez bon ordre. Mais, dans le fond de Givonne, il n'y avait plus ni rang, ni chef. Les troupes se bousculaient, éperdues, faites de tous les débris, de zouaves, de turcos, de chasseurs, de fantassins, le plus grand nombre sans armes, les uniformes souillés et déchirés, les mains noires, les visages noirs, avec des yeux sanglants qui sortaient des orbites, des bouches enflées, tuméfiées d'avoir hurlé des gros mots. Par moments, un cheval sans cavalier se ruait, galopait, renversant des soldats, trouant la foule d'un long remous d'effroi. Puis des canons passaient d'un train de folie, des batteries débandées, dont les artilleurs, comme emportés par l'ivresse, sans crier gare, écrasaient tout. Et le piétinement de troupeaux ne cessait pas, un défilé compact, flanc contre flanc, une fuite en masse où tout de suite les vides se comblaient, dans la hâte instinctive d'être là-bas, à l'abri, derrière un mur. Jean, de nouveau, leva la tête, se tourna vers le couchant. Au travers de l'épaisse poussière que les pieds soulevaient, les rayons de l'astre brûlaient encore les faces en sueur. Il faisait très beau, le ciel était d'un bleu admirable. « C'est crevant tout de même, » répéta-t-il. « Ce cochon de soleil qui ne se décide pas à foutre le camp. » Soudain, Maurice, dans une jeune femme qu'il regardait, collée contre une maison, sur le point d'y être écrasée par le flot, eut la stupeur de reconnaître sa sœur Henriette. Depuis près d'une minute, il la voyait, restait béant. Et ce fut elle qui parla la première, sans paraître surprise. « Ils l'ont fusillé à Bazeilles. Oui, j'étais là. Alors, comme je veux que le corps me soit rendu, j'ai eu une idée. » Elle ne nommait ni les Prussiens, ni Weiss. Tout le monde devait comprendre. Maurice, en effet, comprit. Il l'adorait, il eut un sanglot. « Ma pauvre chérie !» Vers 2 heures, lorsqu'elle était revenue à elle, Henriette s'était trouvée à Ballan, dans la cuisine de Jean qu'elle ne connaissait pas, la tête tombée sur une table, pleurant. Mais ses larmes cessèrent. Chez cette silencieuse, si frêle, déjà l'héroïne se réveillait. Elle ne craignait rien. Elle avait une âme ferme, invincible. Dans sa douleur, elle ne songeait plus qu'à ravoir le corps de son mari, pour l'ensevelir. Son premier projet fut, simplement, de retourner à Bazeilles. Tout le monde l'en détourna, lui en démontra l'impossibilité absolue. Aussi finit-elle par chercher quelqu'un, un homme qui l'accompagnerait, ou qui se chargerait des démarches nécessaires. Son choix tomba sur un cousin à elle,
autrefois sous-directeur de la raffinerie générale, au Chêne, à l'époque où Weiss y était employé. Il avait beaucoup aimé son mari. Il ne lui refuserait pas son assistance. Depuis 2 ans, à la suite d'un héritage fait par sa femme, il s'était retiré dans une belle propriété, l'Ermitage, dont les terrasses s'étageaient près de Sedan, de l'autre côté du fond de Givonne. Et c'était à l'Ermitage qu'elle se rendait, au milieu des obstacles, arrêtée à chaque pas, en continuel danger d'être piétinée et tuée. Maurice, à qui elle expliquait brièvement son projet, l'approuva. « Le cousin Dubreuil a toujours été bon pour nous, il te sera utile. » Puis, une idée lui vint à lui-même. Le lieutenant Rochas voulait sauver le drapeau. Déjà, l'on avait proposé de le couper, d'en emporter chacun un morceau sous sa chemise, ou bien de l'enfouir au pied d'un arbre, en prenant des points de repère qui auraient permis de l'exhumer plus tard. Mais ce drapeau lacéré, ce drapeau enterré comme un mort, leur serrait trop le cœur. Ils auraient voulu trouver autre chose. Aussi, lorsque Maurice leur proposa de remettre le drapeau à quelqu'un de sûr, qui le cacherait, le défendrait au besoin, jusqu'au jour où il le rendrait intact, tous acceptèrent. « Eh bien, reprit le jeune homme en s'adressant à sa sœur, nous allons avec toi voir si Dubreuil est à l'Ermitage. D'ailleurs, je ne veux plus te quitter. » Ce n'était pas facile de se dégager de la cohue. Ils y parvinrent, se jetèrent dans un chemin creux qui montait vers la gauche. Alors, ils tombèrent au milieu d'un véritable dédale de sentiers et de ruelles, tout un faubourg fait de cultures maraîchères, de jardins, de maisons de plaisance, de petites propriétés enchevêtrées les unes dans les autres. Et ces sentiers, ces ruelles, filaient entre des murs, tournaient à angles brusques, aboutissaient à des impasses. Un merveilleux camp retranché pour la guerre d'embuscade. Des coins que 10 hommes pouvaient défendre pendant des heures contre un régiment. Déjà, des coups de feu y pétillaient, car le faubourg dominait Sedan et la garde prussienne arrivait de l'autre côté du vallon. Lorsque Maurice et Henriette, que suivaient les autres, eurent tourné à gauche, puis à droite, entre 2 interminables murailles, ils débouchèrent tout d'un coup devant la porte grande ouverte de l'Ermitage. La propriété, avec son petit parc, s'étageait en 3 larges terrasses. Et c'était sur une de ces terrasses que le corps de logis se dressait, une grande maison carrée, à laquelle conduisait une allée d'ormes séculaires. En face, séparée par l'étroit vallon, profondément encaissé, se trouvaient d'autres propriétés à la lisière d'un bois. Henriette s'inquiéta de cette porte brutalement ouverte. « Ils n'y sont plus. Ils auront dû partir. » En effet, Dubreuil s'était résigné, la veille, à emmener sa femme et ses enfants à Bouillon, dans la certitude du désastre qu'il prévoyait. Pourtant, la maison n'était pas vide, une agitation s'y faisait remarquer de loin à travers les arbres. Comme la jeune femme se hasardait dans la grande allée, elle recula devant le cadavre d'un soldat prussien. « Fichtre !» s'écria Rochas. « On s'est donc cogné déjà par ici ?» Tous alors voulurent savoir, poussèrent jusqu'à l'habitation, et ce qu'ils virent les renseigna. Les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée avaient dû être enfoncées à coups de crosse, les ouvertures bâillaient sur les pièces mises à sac, tandis que des meubles, jetés dehors, gisaient sur le gravier de la terrasse au bas du perron. Il y avait surtout là tout un meuble de salon bleu ciel, le canapé et les 12 fauteuils, rangés au petit bonheur, pêle-mêle, autour d'un grand guéridon dont le marbre blanc s'était fendu. Et des zouaves, des chasseurs, des soldats de la ligne, d'autres appartenant à l'infanterie de marine, couraient derrière les bâtiments et dans l'allée, lâchant des coups de feu sur le petit bois d'en face, par-dessus le vallon. « Mon lieutenant, » expliqua un zouave à Rochas, « ce sont des salauds de Prussiens que nous avons trouvés en train de tout saccager ici. Vous voyez, nous leur avons réglé leur compte. Seulement, les salauds reviennent 10 contre 1. Ça ne va pas être commode. » 3 autres cadavres de soldats prussiens s'allongeaient sur la terrasse. Comme Henriette, cette fois, les regardait fixement, sans doute avec la pensée de son mari, qui lui aussi dormait là-bas, défiguré dans le sang et la poussière, une balle, près de sa tête,
frappa un arbre qui se trouvait derrière elle. Jean s'était précipité. « Ne restez pas là! Vite, vite! Cachez-vous dans la maison !» Depuis qu'il l'avait revue, si changée, si éperdue de détresse, il la regardait d'un cœur crevé de pitié, en se la rappelant telle qu'elle lui était apparue la veille avec son sourire de bonne ménagère. D'abord, il n'avait rien trouvé à lui dire, ne sachant même pas si elle le reconnaissait. Il aurait voulu se dévouer pour elle, lui rendre de la tranquillité et de la joie. « Attendez-nous dans la maison. Dès qu'il y aura du danger, nous trouverons bien à vous faire sauver par là-haut. » Mais elle eut un geste d'indifférence. « À quoi bon ?» Cependant, son frère la poussait lui aussi, et elle dut monter les marches, rester un instant au fond du vestibule, d'où son regard enfilait l'allée. Dès lors, elle assista au combat. Derrière un des premiers ormes se tenaient Maurice et Jean. Les troncs centenaires, d'une ampleur géante, pouvaient aisément abriter 2 hommes. Plus loin, le clairon Gaude avait rejoint le lieutenant Rochas, qui s'obstinait à garder le drapeau, puisqu'il ne pouvait le confier à personne. Et il l'avait posé près de lui, contre l'arbre, pendant qu'il faisait le coup de feu. Chaque tronc, d'ailleurs, était habité. Les zouaves, les chasseurs, les soldats de l'infanterie de marine, d'un bout de l'allée à l'autre, s'effaçaient, n'allongeaient la tête que pour tirer. En face, dans le petit bois, le nombre des Prussiens devait augmenter sans cesse, car la fusillade devenait plus vive. On ne voyait personne, à peine le profil rapide d'un homme, par instant, qui sautait d'un arbre à un autre. Une maison de campagne au volet vert se trouvait également occupée par des tirailleurs, dont les coups de feu partaient des fenêtres entr'ouvertes du rez-de-chaussée. Il était environ 4 heures, le bruit du canon se ralentissait, se taisait peu à peu. Et l'on était là, à se tuer encore, comme pour une querelle personnelle, au fond de ce trou écarté, d'où l'on ne pouvait apercevoir le drapeau blanc hissé sur le donjon. Jusqu'à la nuit noire, malgré l'armistice, il y eut ainsi des coins de bataille qui s'entêtèrent. On entendit la fusillade persister dans le faubourg du Fond de Givonne et dans les jardins du Petit Pont. Longtemps, on continua de la sorte à se cribler de balles, d'un bord du vallon à l'autre. De temps en temps, dès qu'il avait l'imprudence de se découvrir, un homme tombait, la poitrine trouée. Dans l'allée, il y avait 3 nouveaux morts. Un blessé, étendu sur la face, râlait affreusement, sans que personne songeât à l'aller retourner pour lui adoucir l'agonie. Soudain, comme Jean levait les yeux, il vit Henriette, qui était tranquillement revenue, glisser un sac sous la tête du misérable, en guise d'oreiller, après l'avoir couché sur le dos. Il courut, la ramena violemment derrière l'arbre où il s'abritait avec Maurice. « Vous voulez donc vous faire tuer ?» Elle parut ne pas avoir conscience de sa témérité folle. « Mais non, c'est que j'ai peur, toute seule dans ce vestibule. J'aime bien mieux être dehors. » Et elle resta avec eux. Ils la firent asseoir à leurs pieds, contre le tronc, tandis qu'ils continuaient à tirer leurs dernières cartouches, à droite, à gauche, dans un enragement tel que la fatigue et la peur s'en étaient allées. Une inconscience complète leur venait. Ils n'agissaient plus que machinalement, la tête vide, ayant perdu jusqu'à l'instinct de la conservation. « Regarde donc, Maurice, dit brusquement Henriette. Est-ce que ce n'est pas un soldat de la garde prussienne, ce mort, devant nous ?» Depuis un instant, elle examinait un des corps que l'ennemi avait laissé là, un garçon trapu, aux fortes moustaches, couché sur le flanc, dans le gravier de la terrasse. Le casque à pointe avait roulé à quelques pas, la jugulaire rompue. Et le cadavre portait en effet l'uniforme de la garde, le pantalon gris foncé, la tunique bleue, au galon blanc, le manteau roulé, noué en bandoulière. « Je t'assure, c'est de la garde. J'ai une image, chez nous. Et puis, la photographie que nous a envoyée le cousin Günther. » Elle s'interrompit, s'en alla de son air paisible jusqu'aux morts, avant même qu'on pût l'en empêcher. Elle s'était penchée. « La pâte est rouge !» cria-t-elle. « Ah, je l'aurais parié !» Et elle revint,
pendant qu'une grêle de balles sifflait à ses oreilles. « Oui, la pâte est rouge. C'était fatal. Le régiment du cousin Gunther. » Dès lors, ni Maurice ni Jean n'obtinrent qu'elle se tînt à l'abri, immobile. Elle se remuait, avançait la tête, voulait quand même regarder vers le petit bois, dans une préoccupation constante. Eux tiraient toujours, la repoussaient du genou quand elle se découvrait trop. Sans doute, les Prussiens commençaient à s'estimer en nombre suffisant, prêts à l'attaque, car ils se montraient, un flot moutonnait et débordait entre les arbres. Et ils subissaient des pertes terribles, toutes les balles françaises portaient, culbutaient des hommes. « Tenez, dit Jean, le voilà peut-être, votre cousin. Cet officier qui vient de sortir de la maison au volet vert, en face. » Un capitaine était là, en effet, reconnaissable au collet d'or de sa tunique et à l'aigle d'or que le soleil oblique faisait flamber sur son casque. Sans épaulettes, le sabre à la main, il criait un ordre d'une voix sèche. Et la distance était si faible, 200 mètres à peine, qu'on le distinguait très nettement, la taille mince, le visage rose et dur, avec de petites moustaches blondes. Henriette le détaillait de ses yeux perçants. « C'est parfaitement lui, » répondit-elle sans s'étonner. « Je le reconnais très bien. » D'un geste fou, Maurice l'ajustait déjà. « Le cousin ? Ah, tonnerre de Dieu, il va payer pour Weiss. » Mais, frémissante, elle s'était soulevée, avait détourné le chasse-peau, dont le cou alla se perdre au ciel. « Non, non, pas entre parents, pas entre gens qui se connaissent. C'est abominable. » Et, redevenue femme, elle s'abattit derrière l'arbre, en pleurant à gros sanglots. L'horreur la débordait. Elle n'était plus qu'épouvante et douleur. Rochas, cependant, triomphait. Autour de lui, le feu des quelques soldats, qui l'excitaient de sa voix tonnante, avait pris une telle vivacité à la vue des Prussiens que ceux-ci, reculant, rentraient dans le petit bois. « Tenez ferme, mes enfants, ne lâchez pas. Ah, les capons, les voilà qui filent. Nous allons leur régler leur compte. » Et il était gai, et il semblait repris d'une confiance immense. Il n'y avait pas eu de défaite. Cette poignée d'hommes en face de lui, c'étaient les armées allemandes qu'il allait culbuter d'un coup, très à l'aise. Son grand corps maigre, sa longue figure osseuse, au nez busqué, tombant dans une bouche violente et bonne, riait d'une allégresse vantarde, la joie du troupier qui a conquis le monde entre sa belle et une bouteille de bon vin. « Parbleu, mes enfants, nous ne sommes là que pour leur foutre une raclée. Et ça ne peut pas finir autrement, hein ? Ça nous changerait trop d'être battus. Battus ? Est-ce que c'est possible ? Encore un effort, mes enfants, et ils ficheront le camp comme des lièvres. » Il gueulait, gesticulait, si brave homme dans l'illusion de son ignorance, que les soldats s'égayaient avec lui. Brusquement, il cria « À coups de pied au cul ! À coups de pied au cul jusqu'à la frontière ! Victoire ! Victoire !» Mais, à ce moment, comme l'ennemi, de l'autre côté du vallon, paraissait en effet se replier, une fusillade terrible éclata sur la gauche. C'était l'éternel mouvement tournant, tout un détachement de la garde qui avait fait le tour par le fond de Givonne. Dès lors, la défense de l'Ermitage devenait impossible. La douzaine de soldats qui en défendaient encore les terrasses se trouvaient entre deux feux, menacés d'être coupés de Sedan. Des hommes tombèrent, il y eut un instant de confusion extrême. Déjà, des Prussiens franchissaient le mur du parc, accouraient par les allées, en si grand nombre, que le combat s'engagea à la baïonnette. Tête nue, la veste arrachée, un zouave, un bel homme à barbe noire, faisait surtout une besogne effroyable, trouant les poitrines qui craquaient, les ventres qui mollissaient, essuyant sa baïonnette rouge du sang de l'un dans le flanc de l'autre. Et, comme elle se cassa, il continua, en broyant des crânes à coups de crosse. Et, comme un faux pas le désarma définitivement, il sauta à la gorge d'un gros Prussien, d'un tel bond que tous deux roulèrent sur le gravier, jusqu'à la porte défoncée de la cuisine, dans une embrassade mortelle. Entre les arbres du parc, à chaque coin des pelouses,
d'autres tueries entassaient les morts. Mais la lutte s'acharna devant le perron, autour du canapé et des fauteuils bleu ciel, une bousculade enragée d'hommes qui se brûlaient la face à bout portant, qui se déchiraient des dents et des ongles, faute d'un couteau pour s'ouvrir la poitrine. Et Gaude, alors, avec sa face douloureuse d'homme qui avait eu des chagrins dont il ne parlait jamais, fut pris d'une folie héroïque. Dans cette défaite dernière, tout en sachant que la compagnie était anéantie, que pas un homme ne pouvait venir à son appel, il empoigna son clairon, l'emboucha, sonna au ralliement, d'une telle haleine de tempête qu'il semblait vouloir faire se dresser les morts. Et les Prussiens arrivaient, et il ne bougeait pas, sonnant plus fort, à toute fanfare. Une volée de balles l'abattit, son dernier souffle s'envola en une note de cuivre qui emplit le ciel d'un frisson. Debout, sans pouvoir comprendre, Rochas n'avait pas fait un mouvement pour fuir. Il attendait. Il bégaya. « Eh bien, quoi donc ? Quoi donc ?» Cela ne lui entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. On changeait tout, même la façon de se battre. Ces gens n'auraient-ils pas dû attendre, de l'autre côté du vallon, qu'on allât les vaincre ? On avait beau en tuer, il en arrivait toujours. Qu'est-ce que c'était que cette fichue guerre où l'on se rassemblait 10 pour en écraser un, où l'ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudente canonnade ? Ahuri, éperdu, n'ayant jusque-là rien compris à la campagne, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur auquel il ne résistait plus, bien qu'il répétât machinalement dans son obstination. « Courage, mes enfants, la victoire est là-bas !» D'un geste prompt, cependant, il avait repris le drapeau. C'était sa pensée dernière, le cacher, pour que les Prussiens ne l'eussent pas. Mais, bien que la hampe fût rompue, elle s'embarrassa dans ses jambes, il faillit tomber. Des balles sifflaient, il sentit la mort. Il arracha la soie du drapeau, la déchira, cherchant à l'anéantir. Et ce fut à ce moment que, frappé au cou, à la poitrine, aux jambes, il s'affaissa parmi ses lambeaux tricolores, comme vêtu d'eux. Il vécut encore 1 minute, les yeux élargis, voyant peut-être monter à l'horizon la vision vraie de la guerre, l'atroce lutte vitale qu'il ne faut accepter que d'un cœur résigné et grave, ainsi qu'une loi. Puis il eut un petit hoquet, il s'en alla dans son ahurissement d'enfant, tel qu'un pauvre être borné, un insecte joyeux, écrasé sous la nécessité de l'énorme et impassible nature. Avec lui finissait une légende. Tout de suite, dès l'arrivée des Prussiens, Jean et Maurice avaient battu en retraite, d'arbre en arbre, en protégeant le plus possible Henriette derrière eux. Ils ne cessaient pas de tirer, lâchaient un coup, puis gagnaient un abri. En haut du parc, Maurice connaissait une petite porte qu'ils eurent la chance de trouver ouverte. Vivement, ils s'échappèrent tous les 3. Ils étaient tombés dans une étroite traverse qui serpentait entre 2 hautes murailles. Mais, comme ils arrivaient au bout, des coups de feu les firent se jeter à gauche, dans une autre ruelle. Le malheur voulut que ce fût une impasse. Ils durent revenir au galop, tourner à droite, sous une grêle de balles. Et, plus tard, jamais ils ne se souvinrent du chemin qu'ils avaient suivi. On se fusillait encore à chaque angle de mur, dans ce lacis inextricable. Des batailles s'attardaient sous les portes charretières. Les moindres obstacles étaient défendus et emportés d'assaut avec un acharnement terrible. Puis, tout d'un coup, ils débouchèrent sur la route du fond de Givonne, près de Sedan. Une dernière fois, Jean leva la tête, regarda vers l'ouest, d'où montait une grande lueur rose, et il eut enfin un soupir de soulagement immense. « Ah, ce cochon de soleil, le voilà donc qui se couche !» D'ailleurs, tous les 3 galopaient, sans reprendre haleine. Autour d'eux, la queue extrême des fuyards coulait toujours à pleine route, d'un train sans cesse accru de torrents débordés. Quand ils arrivèrent à la porte de Ballan, ils durent attendre, au milieu d'une bousculade féroce. Les chaînes du pont-levis s'étaient rompues,
il ne restait de praticable que la passerelle pour les piétons, de sorte que les canons et les chevaux ne pouvaient passer. À la poterne du château, à la porte de la Cassine, l'encombrement, disait-on, était plus effroyable encore. C'était l'engouffrement fou, tous les débris de l'armée roulant sur les pentes, venant se jeter dans la ville, y tomber avec un bruit d'écluses lâchées, comme au fond d'un égout. L'attrait funeste de ces murs achevait de pervertir les plus braves. Maurice avait pris Henriette entre ses bras, et, frémissant d'impatience, « Ils ne vont pas fermer la porte, au moins, avant que tout le monde soit rentré !» Telle était la crainte de la foule. À droite, à gauche, cependant, des soldats campaient déjà sur les talus, tandis que, dans les fossés, des batteries, un pêle-mêle de pièces, de caissons et de chevaux, étaient venus s'échouer. Mais des appels répétés de clairons retentirent, suivis bientôt de la sonnerie claire de la retraite. On appelait les soldats attardés. Plusieurs arrivaient encore au pas de course. Des coups de feu éclataient, isolés, de plus en plus rares, dans le faubourg. Sur la banquette intérieure du parapet, on laissa des détachements pour défendre les approches. Et la porte fut enfin fermée. Les Prussiens n'étaient pas à plus de 100 mètres. On les voyait aller et venir sur la route de Ballan, en train d'occuper tranquillement les maisons et les jardins. Maurice et Jean, qui poussaient devant eux Henriette pour la protéger des bourrades, étaient rentrés parmi les derniers dans Sedan. 6 heures sonnaient. Depuis près d'1 heure déjà, la canonnade avait cessé. Peu à peu, les coups de fusil isolés eux-mêmes se turent. Alors, du vacarme assourdissant, de l'exécrable tonnerre qui grondait depuis le lever du soleil, rien ne demeura, qu'un néant de mort. La nuit venait, tombait à un lugubre, un effrayant silence. Chapitre 8. Vers 5h30, avant la fermeture des portes, de la Herche était de nouveau retourné à la sous-préfecture, dans son anxiété des conséquences, maintenant qu'il savait la bataille perdue. Il resta là pendant près de 3 heures, à piétiner au travers du pavé de la cour, guettant, interrogeant tous les officiers qui passaient. Et ce fut ainsi qu'il apprit les événements rapides, la démission envoyée, puis retirée par le général de Wimpfen, les pleins pouvoirs qu'il avait reçus de l'empereur pour aller obtenir du grand quartier prussien, en faveur de l'armée vaincue, les conditions les moins fâcheuses, enfin la réunion d'un conseil de guerre chargé de décider si l'on devait essayer de continuer la lutte en défendant la forteresse. Durant ce conseil, où se trouvaient réunis une vingtaine d'officiers supérieurs, et qui lui parut durer 1 siècle, le fabricant de draps monta plus de 20 fois les marches du perron. Et, brusquement, à 8h15, il en vit descendre le général de Wimpfen, très rouge, les yeux gonflés, suivi d'un colonel et de 2 autres généraux. Ils sautèrent en selle, ils s'en allèrent par le pont de Meuse. C'était la capitulation acceptée, inévitable. De la Herche, rassuré, songea qu'il mourait de faim et résolut de retourner chez lui. Mais, dès qu'il se retrouva dehors, il demeura hésitant devant l'encombrement effroyable qui avait achevé de se produire. Les rues, les places étaient gorgées, bondées, emplies à un tel point d'hommes, de chevaux, de canons, que cette masse compacte semblait y avoir été entrée de force, à coups de quelques pilons gigantesques. Pendant que, sur les remparts, bivouaquaient les régiments qui s'étaient repliés en bon ordre, les débris épars de tous les corps, les fuyards de toutes les armes, une tourbe grouillante avait submergé la ville, un entassement, un flot épaissi, immobilisé, où l'on ne pouvait plus remuer ni bras ni jambes. Les roues des canons, des caissons, des voitures innombrables s'enchevêtraient. Les chevaux fouaillés, poussés dans tous les sens, n'avaient plus la place pour avancer ou reculer. Et les hommes, sourds aux menaces, envahissaient les maisons, dévoraient ce qu'ils trouvaient, se couchaient où ils pouvaient, dans les chambres, dans les caves. Beaucoup étaient tombés sous les portes, barrant les vestibules. D'autres, sans avoir la force d'aller plus loin, gisaient sur les trottoirs, y dormaient d'un sommeil de mort,
ne se levant même pas sous les pieds qui leur meurtrissaient un membre, aimant mieux se faire écraser que de se donner la peine de changer de place. Alors de la Herche comprit la nécessité impérieuse de la capitulation. Dans certains carrefours, les caissons se touchaient. Un seul obus prussien, tombant sur un d'eux, aurait fait sauter les autres. Et Sedan, entier, se serait allumé comme une torche. Puis, que faire d'un pareil amas de misérables, foudroyés de faim et de fatigue, sans cartouches, sans vivres? Rien que pour déblayer les rues, il eût fallu tout un jour. La forteresse elle-même n'était pas armée. La ville n'avait pas d'approvisionnement. Dans le conseil, c'étaient là les raisons que venaient de donner les esprits sages, gardant la vue nette de la situation au milieu de leurs grandes douleurs patriotiques. Et les officiers les plus téméraires, ceux qui frémissaient en criant qu'une armée ne pouvait se rendre ainsi, avaient dû baisser la tête, sans trouver les moyens pratiques de recommencer la lutte le lendemain. Place Turenne et place du Rivage, de la Herche parvint à se frayer péniblement un passage dans la cohue. En passant devant l'hôtel de la Croix d'Or, il eut une vision morne de la salle à manger, où des généraux étaient assis, muets, devant la table vide. Il n'y avait plus rien, pas même du pain. Cependant, le général Bourguin des Feuilles, qui tempêtait dans la cuisine, dut trouver quelque chose, car il se tut et monta vivement l'escalier, les mains embarrassées d'un papier gras. Une telle foule était là, à regarder de la place, au travers des vitres, cette table d'hôte lugubre, balayée par la disette, que le fabricant de draps dut jouer des coudes, comme englué, reperdant parfois, sous une poussée, le chemin qu'il avait gagné déjà. Mais, dans la grande rue, le mur devint infranchissable. Il désespéra un instant. Toutes les pièces d'une batterie semblaient y avoir été jetées les unes par-dessus les autres. Il se décida à monter sur les affûts, il enjamba les pièces, sauta de roue en roue, au risque de se rompre les jambes. Ensuite, ce furent des chevaux qui lui barrèrent le chemin, et il se baissa, se résigna à filer parmi les pieds, sous les ventres de ces lamentables bêtes, à demi mortes d'inanition. Puis, après un quart d'heure d'effort, comme il arrivait à la hauteur de la rue Saint-Michel, les obstacles grandissant l'effrayèrent. Il projeta de s'engager dans cette rue pour faire le tour par la rue des Laboureurs, espérant que ces voies écartées seraient moins envahies. La malchance voulut qu'il y eût là une maison louche, dont une bande de soldats ivres faisait le siège. Et, craignant d'attraper quelque mauvais coup dans la bagarre, il revint sur ses pas. Dès lors, il s'entêta. Il poussa jusqu'au bout de la grande rue. Tantôt marchant en équilibre sur des timons de voitures, tantôt escaladant des fourgons. Place du collège, il fut porté sur des épaules pendant une trentaine de pas. Il retomba, faillit avoir les côtes défoncées, ne se sauva qu'en se hissant au barreau d'une grille. Et, lorsqu'il atteignit enfin la rue Macquart, en sueur, en lambeaux, il y avait plus d'une heure qu'il s'épuisait, depuis son départ de la sous-préfecture, pour faire un chemin qui lui demandait, d'habitude, moins de 5 minutes. Le major Bourroche, voulant éviter l'envahissement du jardin et de l'ambulance, avait eu la précaution de faire placer 2 factionnaires à la porte. Cela fut un soulagement pour de la Herche, qui venait de penser tout d'un coup que sa maison était peut-être livrée au pillage. Dans le jardin, la vue de l'ambulance à peine éclairée par quelques lanternes, et d'où s'exhalait une mauvaise haleine de fièvre, lui fit de nouveau froid au cœur. Il buta contre un soldat endormi sur le pavé. Il se rappela le trésor du 7e corps que gardait cet homme depuis le matin. Oublié là sans doute par ses chefs, rompu d'une telle fatigue qu'il s'était couché. D'ailleurs, la maison semblait vide, toute noire au rez-de-chaussée, les portes ouvertes. Les servantes devaient être restées à l'ambulance car il n'y avait personne dans la cuisine, où fumait seulement une petite lampe triste. Il alluma un bougeoir, il monta doucement le grand escalier pour ne pas réveiller sa mère et sa femme, qu'il avait supplié de se mettre au lit après une journée si laborieuse et d'une si terrible émotion. Mais, en entrant dans son cabinet, il eut un saisissement. Un soldat se trouvait allongé sur le canapé où le capitaine Baudouin avait dormi pendant quelques heures la veille.
et il ne comprit que lorsqu'il eut reconnu Maurice, le frère d'Henriette. D'autant plus que, s'étant retourné, il venait de voir, sur un tapis, enveloppé d'une couverture, un autre soldat encore, ce Jean aperçu avant la bataille. Tous deux, écrasés, semblaient morts. Il ne s'arrêta point, alla jusqu'à la chambre de sa femme, qui était voisine. Une lampe y brûlait, sur un coin de table, au milieu d'un silence frissonnant. En travers du lit, Gilberte s'était jetée toute vêtue, dans la crainte sans doute de quelque catastrophe. Très calme, elle dormait, tandis que, près d'elle, assise sur une chaise et la tête seulement tombée au bord du matelas, Henriette sommeillait aussi, d'un sommeil agité de cauchemar, avec de grosses larmes sous les paupières. Un moment, il les regarda, tenté de réveiller la jeune femme pour savoir. Était-elle allée à Bazeilles ? Peut-être, s'il l'interrogeait, lui donnerait-elle des nouvelles de sa teinturerie ? Mais une pitié lui vint. Il se retirait, lorsque sa mère, silencieuse, parut sur le seuil de la porte et lui fit signe de la suivre. Dans la salle à manger, qu'ils traversèrent, il témoigna son étonnement. « Comment, vous ne vous êtes pas couché ?» Elle dit non d'abord de la tête, puis, à demi-voix. « Je ne peux pas dormir. Je me suis installée dans un fauteuil, près du colonel. Une très forte fièvre vient de le prendre, et il s'éveille à chaque instant, il me questionne. Moi, je ne sais que lui répondre. Entre donc le voir. » Monsieur de Vineuil, déjà, s'était rendormi. Sur l'oreiller, on distinguait à peine sa longue face rouge que ses moustaches barraient d'un flot de neige. Madame de la Herche avait mis un journal devant la lampe, et tout ce coin de la chambre se trouvait à demi obscur, pendant que la clarté vive tombait sur elle, sévèrement assise au fond du fauteuil, les mains abandonnées, les yeux au loin, dans une rêverie tragique. « Attends, murmura-t-elle, je crois qu'il t'a entendu. Le voilà qui se réveille encore. » En effet, le colonel rouvrait les yeux, les fixait sur de la Herche, sans remuer la tête. Il le reconnut, il demanda aussitôt d'une voix que la fièvre faisait trembler. « C'est fini, n'est-ce pas ? On capitule ?» Le fabricant, qui rencontra un regard de sa mère, fut sur le point de mentir. Mais à quoi bon ? Il eut un geste découragé. « Que voulez-vous qu'on fasse ? Si vous pouviez voir les rues de la ville, le général de Wimpfen vient de se rendre au grand quartier prussien pour débattre les conditions. » Les yeux de monsieur de Vineuil s'étaient refermés. Un long frisson l'agita, pendant que cette lamentation sourde lui échappait. « Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !» Et, sans rouvrir les paupières, il continua d'une voix saccadée. « Ah, ce que je voulais ! C'était hier qu'on aurait dû le faire. Oui, je connaissais le pays. J'ai dit mes craintes au général. Mais lui-même, on ne l'écoutait pas. Là-haut, au-dessus de Saint-Mange, jusqu'à Flégneux, toutes les hauteurs occupées, l'armée dominant Sedan, maîtresse du défilé de Saint-Albert. Nous attendons là, nos positions sont inexpugnables. La route de Mézières reste ouverte. » Sa parole s'embarrassait. Il balbutia encore quelques mots inintelligibles, pendant que la vision de bataille, née de la fièvre, se brouillait peu à peu, emportée dans le sommeil. Il dormait. Peut-être continuait-il à rêver la victoire. « Est-ce que le major répond de lui ?» demanda de la Herche à voix basse. Madame de la Herche fit un signe de tête affirmatif. « N'importe, c'est terrible, ces blessures aux pieds, reprit-il. Le voilà au lit pour longtemps, n'est-ce pas ? » Cette fois, elle resta silencieuse, comme perdue elle-même dans la grande douleur de la défaite. Elle était déjà d'un autre âge, de cette vieille et rude bourgeoisie des frontières, si ardente autrefois à défendre ses villes. Sous la vive clarté de la lampe, son visage sévère, au nez sec, aux lèvres minces, disait sa colère et sa souffrance, toute la révolte qui l'empêchait de dormir. Alors,
De la Hersch se sentit isolé, envahi d'une détresse affreuse. La faim le reprenait, intolérable, et il crut que la faiblesse seule lui ôtait ainsi tout courage. Sur la pointe des pieds, il quitta la chambre, descendit de nouveau dans la cuisine avec le bougeoir. Mais il y trouva plus de mélancolie encore, le fourneau éteint, le buffet vide, les torchons jetés en désordre, comme si le vent du désastre avait soufflé là aussi, emportant toute la gaieté vivante de ce qui se mange et de ce qui se boit. D'abord, il crut qu'il ne découvrirait pas même une croûte, les restes de pain ayant passé à l'ambulance dans la soupe. Puis, au fond d'une armoire, il tomba sur des haricots de la veille, oubliés. Et il les mangea sans beurre, sans pain, debout, n'osant remonter pour faire un pareil repas, se hâtant au milieu de cette cuisine morne que la petite lampe vacillante empoisonnait d'une odeur de pétrole. Il n'était guère plus de 10 heures, et de la Hersch resta désœuvré, en attendant de savoir si la capitulation allait être signée enfin. Une inquiétude persistait en lui, la crainte que la lutte ne fût reprise, toute une terreur de ce qui se passerait alors, dont il ne parlait pas, qui lui pesait sourdement sur la poitrine. Quand il fut remonté dans son cabinet, où Maurice et Jean n'avaient pas bougé, vainement il essaya de s'allonger au fond d'un fauteuil. Le sommeil ne venait pas, des bruits d'obus le redressaient en sursaut, dès qu'il était sur le point de perdre connaissance. C'était l'effroyable canonnade de la journée qu'il avait gardée dans les oreilles. Et il écoutait un instant, effaré, et il restait tremblant du grand silence qui, maintenant, l'entourait. Ne pouvant dormir, il préféra se remettre debout. Il erra par les pièces noires, évitant d'entrer dans la chambre où sa mère veillait le colonel, car le regard fixe dont elle suivait sa marche finissait par le gêner. À 2 reprises, il retourna voir si Henriette ne s'était point éveillée. Il s'arrêta devant le visage de sa femme, si paisible. Jusqu'à 2 heures du matin, ne sachant que faire, il redescendit, remonta, changea de place. Cela ne pouvait durer. De la Hersch résolut de retourner encore à la sous-préfecture, sentant bien que tout repos lui serait impossible tant qu'il ne saurait pas. Mais, en bas, devant la rue encombrée, il fut pris d'un désespoir. Jamais il n'aurait la force d'aller et de revenir au milieu des obstacles dont le souvenir seul lui cassait les membres. Et il hésitait lorsqu'il vit arriver le major Bourroche, soufflant, jurant. « Tonnerre de Dieu, c'est à y laisser les pattes !» Il avait dû se rendre à l'hôtel de ville pour supplier le maire de réquisitionner du chloroforme et de lui en envoyer dès le jour, car sa provision se trouvait épuisée. Des opérations étaient urgentes et il craignait, comme il disait, d'être obligé de charcuter les pauvres bougres sans les endormir. « Eh bien ?» demanda de la Hersch. « Eh bien, ils ne savent seulement pas si les pharmaciens en ont encore. » Mais le fabricant se moquait du chloroforme. Il reprit. « Non, non, est-ce fini, là-bas? A-t-on signé avec les Prussiens ?» Le major eut un geste violent. « Rien de fait, cria-t-il. Wimpfen vient de rentrer. Il paraît que ces brigands-là ont des exigences à leur flanquer des gifles. Ah, qu'on recommence donc, et que nous crevions tous, ça vaudra mieux. » De la Hersch l'écoutait, pâlissant. « Mais est-ce bien certain, ce que vous me racontez ? Je le tiens de ces bourgeois du conseil municipal qui sont là-bas en permanence. Un officier était venu de la sous-préfecture leur tout dire. » Et il ajouta des détails. C'était au château de Bellevue, près de Donchéry, que l'entrevue avait eu lieu, entre le général de Wimpfen, le général de Moltke et Bismarck. Un terrible homme, ce général de Moltke, sec et dur, avec sa face glabre de chimiste mathématicien qui gagnait les batailles du fond de son cabinet à coups d'algèbre. Tout de suite, il avait tenu à établir qu'il connaissait la situation désespérée de l'armée française. Pas de vivres, pas de munitions, la démoralisation et le désordre, l'impossibilité absolue de rompre le cercle de fer où elle était enserrée, tandis que les armées allemandes occupaient les positions les plus fortes, pouvaient brûler la ville en 2 heures.
Froidement, il dictait sa volonté. L'armée française tout entière prisonnière, avec armes et bagages. Bismarck, simplement, l'appuyait, de son air de dogue bon enfant. Et, dès lors, le général de Wimpfen s'était épuisé à combattre ces conditions, les plus rudes qu'on eût jamais imposées à une armée battue. Il avait dit sa malchance, l'héroïsme des soldats, le danger de pousser à bout un peuple fier. Il avait, pendant 3 heures, menacé, supplié, parlé avec une éloquence désespérée et superbe, demandant qu'on se contentât d'interner les vaincus au fond de la France, en Algérie même. Et l'unique concession avait fini par être que ceux d'entre les officiers qui prendraient, par écrit et sur l'honneur, l'engagement de ne plus servir, pourraient se rendre dans leur foyer. Enfin, l'armistice devait être prolongé jusqu'au lendemain matin à 10 heures. Si, à cette heure-là, les conditions n'étaient pas acceptées, les batteries prussiennes ouvriraient le feu de nouveau. La ville serait brûlée. « C'est stupide !» cria de la Hersch. « On ne brûle pas une ville qui n'a rien fait pour ça !» Le major acheva de le mettre hors de lui en ajoutant que des officiers qu'il venait de voir à l'hôtel de l'Europe parlaient d'une sortie en masse avant le jour. Depuis que les exigences allemandes étaient connues, une surexcitation extrême se déclarait. On risquait les projets les plus extravagants. L'idée même qu'il ne serait pas loyal de profiter des ténèbres pour rompre la trêve, sans avertissement aucun, n'arrêtait personne. Et c'étaient des plans fous, la marche reprise sur Carignan, au travers des Bavarois, grâce à la nuit noire, le plateau d'Illy reconquis par une surprise, la route de Mézières débloquée, ou encore un élan irrésistible pour se jeter d'un saut en Belgique. D'autres, à la vérité, ne disaient rien. Sentaient la fatalité du désastre, auraient tout accepté, tout signé, pour en finir, dans un cri heureux de soulagement. « Bonsoir, conclut Bourroche. Je vais tâcher de dormir 2 heures. J'en ai grand besoin. » Resté seul, de la Hersch suffoqua. « Eh quoi ? C'était vrai ? On allait recommencer à se battre, incendier et raser Sedan ? Cela devenait inévitable. L'effrayante chose aurait certainement lieu, dès que le soleil serait assez haut sur les collines pour éclairer l'horreur du massacre. Et, machinalement, il escalada une fois encore l'escalier raide des greniers. Il se retrouva parmi les cheminées, au bord de l'étroite terrasse qui dominait la ville. Mais, à cette heure, il était là-haut en pleine ténèbres, dans une mer infinie et roulante de grandes vagues sombres, où d'abord il ne distingua absolument rien. Puis, ce furent les bâtiments de la fabrique, au-dessous de lui, qui se dégagèrent les premiers, en masses confuses qu'il reconnaissait. La chambre de la machine, les salles des métiers, les séchoirs, les magasins. Et cette vue, ce pâté énorme de construction, qui était son orgueil et sa richesse, le bouleversa de pitié sur lui-même, quand il eut songé que, dans quelques heures, il n'en resterait que des cendres. Ses regards remontèrent vers l'horizon, firent le tour de cette immensité noire, où dormait la menace du lendemain. Au midi, du côté de Bazeilles, des flamèches s'envolaient au-dessus des maisons qui tombaient en braise, tandis que, vers le nord, la ferme du bois de la Garenne, incendiée le soir, brûlait toujours, ensanglantant les arbres d'une grande clarté rouge. Pas d'autre feu, rien que ces 2 flamboiements, un insondable abîme, traversé de la seule épouvante des rumeurs éparses. Là-bas, peut-être très loin, peut-être sur les remparts, quelqu'un pleurait. Vainement, il tâchait de percer le voile, de voir le Liry, la Marfée, les batteries de Frénois et de Vas-Delincourt. Cette ceinture de bêtes de bronze qu'il sentait là, le cou tendu, la gueule béante. Et, comme il ramenait les regards sur la ville, autour de lui, il en entendit le souffle d'angoisse. Ce n'était pas seulement le mauvais sommeil des soldats tombés par les rues, le sourd craquement de cet amas d'hommes, de bêtes et de canons. Ce qu'il croyait saisir, c'était l'insomnie anxieuse des bourgeois, ses voisins, qui, eux non plus, ne pouvaient dormir, secoués de fièvre, dans l'attente du jour. Tous devaient savoir que la capitulation n'était pas signée, et tous comptaient les heures, grelottaient à l'idée que,
si elles ne se signaient pas, ils n'auraient qu'à descendre dans leur cave pour y mourir, écrasés, murés sous les décombres. Il lui sembla qu'une voix éperdue montait de la rue des Voyards, criant à l'assassin, au milieu d'un brusque cliquetis d'armes. Il se pencha, il resta dans l'épaisse nuit, perdu en plein ciel de brume, sans une étoile, enveloppé d'un tel frisson que tout le poil de sa chair se hérissait. En bas, sur le canapé, Maurice s'éveilla au petit jour. Courbaturé, il ne bougea pas, les yeux sur les vitres, peu à peu blanchis d'une aube livide. Les abominables souvenirs lui revenaient, la bataille perdue, la fuite, le désastre, dans la lucidité aiguë du réveil. Il revit tout, jusqu'au moindre détail. Il souffrit affreusement de la défaite, dont le retentissement descendait aux racines de son être, comme s'il s'en était senti le coupable. Et il raisonnait le mal, s'analysant, retrouvant, aiguisé, la faculté de se dévorer lui-même. N'était-il pas le premier venu, un des passants de l'époque, certes d'une instruction brillante, mais d'une ignorance crasse en tout ce qu'il aurait fallu savoir, vaniteux avec cela, au point d'en être aveugle, perverti par l'impatience de jouir et par la prospérité menteuse du règne. Puis, c'était une autre évocation. Son grand-père, né en 1780, un des héros de la Grande Armée, un des vainqueurs d'Austerlitz, de Wagram et de Friedland. Son père, né en 1811, tombé à la bureaucratie, petit employé médiocre, percepteur aux chênes populeux, où il s'était usé. Lui, né en 1841, élevé en monsieur, reçu avocat, capable des pires sottises et des plus grands enthousiasmes, vaincu à Sedan, dans une catastrophe qu'il devinait immense, finissant un monde. Et cette dégénérescence de la race, qui expliquait comment la France victorieuse avec les grands-pères avait pu être battue dans les petits-fils, lui écrasait le cœur, telle qu'une maladie de famille, lentement aggravée, aboutissant à la destruction fatale quand l'heure avait sonné. Dans la victoire, il se serait senti si brave et triomphant. Dans la défaite, d'une faiblesse nerveuse de femme, il cédait à un de ces désespoirs immenses où le monde entier sombrait. Il n'y avait plus rien. La France était morte. Des sanglots l'étouffèrent, il pleura, il joignit les mains, retrouvant les bégaiements de prière de son enfance. « Mon Dieu, prenez-moi donc. Mon Dieu, prenez donc tous ces misérables qui souffrent. » Par terre, roulé dans la couverture, Jean s'agita. Étonné, il finit par s'asseoir sur son séant. « Quoi donc, mon petit, tu es malade ?» Puis, comprenant que c'était encore des idées à coucher dehors, selon son expression, il se fit paternel. « Voyons, qu'est-ce que tu as ? Faut pas se faire pour rien un chagrin pareil. »« Ah !» s'écria Maurice, « c'est bien fichu, va, nous pouvons nous apprêter à être Prussiens. » Et, comme le camarade, avec sa tête dure d'illettré, s'étonnait, il tâcha de lui faire comprendre l'épuisement de la race, la disparition sous le flot nécessaire d'un sang nouveau. Mais le paysan, d'un branle têtu de la tête, refusait l'explication. « Comment ? Mon champ ne serait plus à moi ? Je laisserai les Prussiens me le prendre quand je ne suis pas tout à fait mort et que j'ai encore mes 2 bras ? Allons donc !» Puis, à son tour, il dit son idée, péniblement, au petit bonheur des mots. On avait reçu une sacrée roulée, ça c'était certain. Mais on n'était pas tous morts, peut-être. Il en restait, et cela suffirait bien à rebâtir la maison. S'ils étaient de bons bougres, travaillant dur, ne buvant pas ce qu'ils gagnaient. Dans une famille, lorsqu'on prend de la peine et qu'on met de côté, on parvient toujours à se tirer d'affaire, au milieu des pires malchances. Même, il n'est pas mauvais, parfois, de recevoir une bonne gifle. Ça fait réfléchir. Et, mon Dieu, si c'était vrai qu'on avait quelque part de la pourriture, des membres gâtés, eh bien,
Ça valait mieux de les voir par terre, abattus d'un coup de hache, que d'en crever comme d'un choléra. Fichu? Ah non, non, répéta-t-il à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas fichu. Je ne sens pas ça. Et, tout éclopé qu'il était, les cheveux collés encore par le sang de son éraflure, il se redressa dans un besoin vivace de vivre, de reprendre l'outil ou la charrue pour rebâtir la maison, selon sa parole. Il était du vieux sol obstiné et sage, du pays de la raison, du travail et de l'épargne. « Tout de même, reprit-il, ça me fait de la peine pour l'empereur. Les affaires avaient l'air de marcher, le blé se vendait bien, mais sûrement qu'il a été trop bête. On ne se fourre pas dans des histoires pareilles. » Maurice, qui demeurait anéanti, eut un nouveau geste de désolation. « Ah, l'empereur, je l'aimais au fond, malgré mes idées de liberté et de république. Oui, j'avais ça dans le sang, à cause de mon grand-père sans doute. Et voilà que c'est également pourri de ce côté-là. Où allons-nous tomber ?» Ses yeux s'égaraient, il eut une plainte si douloureuse que Jean, pris d'inquiétude, se décidait à se mettre debout, lorsqu'il vit entrer Henriette. Elle venait de se réveiller en entendant le bruit des voix de la chambre voisine. Un jour blême, maintenant, éclairait la pièce. « Vous arrivez à propos pour le gronder, dit-il, affectant de rire. Il n'est guère sage. » Mais la vue de sa sœur, si pâle, si affligée, avait déterminé chez Maurice une crise salutaire d'attendrissement. Il ouvrit les bras, l'appela sur sa poitrine. Et, lorsqu'elle se fut jetée à son cou, une grande douceur le pénétra. Elle pleurait elle-même. Leurs larmes se mêlèrent. « Ah, ma pauvre, pauvre chérie, que je m'en veux de n'avoir pas plus de courage pour te consoler. Ce bon Weiss, ton mari qui t'aimait tant, que vas-tu devenir? Toujours tu as été la victime, sans que jamais tu te sois plainte. Moi-même, t'en ai-je causé déjà du chagrin, et qui sait si je ne t'en causerai pas encore. » Elle le faisait taire, lui mettait la main sur la bouche, lorsque de la Herche entra, bouleversé, hors de lui. Il avait fini par descendre de la terrasse, repris d'une fringale, d'une de ces fins nerveuses que la fatigue exaspère. Et, comme il était retourné dans la cuisine pour boire quelque chose de chaud, il venait de trouver là, avec la cuisinière, un parent à elle, un menuisier de Bazeilles, à qui elle servait justement du vin chaud. Alors, cet homme, un des derniers habitants restés là-bas, au milieu des incendies, lui avait conté que sa teinturerie était absolument détruite, un tas de décombres. « Hein, les brigands, croyez-vous ?» bégaya-t-il en s'adressant à Jean et à Maurice. « Tout est bien perdu. Ils vont incendier Sedan ce matin, comme ils ont incendié Bazeilles hier. Je suis ruiné, je suis ruiné !» La meurtrissure qu'Henriette avait au front le frappa, et il se souvint qu'il n'avait pu encore causer avec elle. « C'est vrai, vous y êtes allé. Vous avez attrapé ça. Ah, ce pauvre Weiss !» Et, brusquement, comprenant, aux yeux rouges de la jeune femme, qu'elle savait la mort de son mari, il lâcha un affreux détail conté à l'instant par le menuisier. « Ce pauvre Weiss, il paraît qu'ils l'ont brûlé. Oui, ils ont ramassé les corps des habitants passés par les armes. Ils les ont jetés dans le brasier d'une maison qui flambait, arrosée de pétrole. » Saisie d'horreur, Henriette l'écoutait. Mon Dieu, pas même la consolation d'aller reprendre et d'ensevelir son cher mort, dont le vent disperserait les cendres. Maurice, de nouveau, l'avait serrée entre ses bras, et il l'appelait sa pauvre Cendrillon, d'une voix de caresse. Il la suppliait de ne pas se faire tant de chagrin, elle, si brave. Au bout d'un silence, de la Herche, qui regardait à la fenêtre le jour grandir, se retourna vivement pour dire aux deux soldats. « À propos, j'oubliais. J'étais monté vous prévenir qu'il y a, en bas, dans la remise, où l'on a déposé le trésor, un officier qui est en train de distribuer l'argent aux hommes pour que les Prussiens ne l'aient pas. Vous devriez descendre.
Ça peut être utile, de l'argent, si nous ne sommes pas tous morts ce soir. » L'avis était bon. Maurice et Jean descendirent, après qu'Henriette eut consenti à prendre la place de son frère sur le canapé. Quant à de la Hersch, il traversa la chambre voisine, où il retrouva Gilberte avec son calme visage, dormant toujours, son sommeil d'enfant, sans que le bruit des paroles ni les sanglots l'eussent même fait changer de position. Et de là, il allongea la tête dans la pièce où sa mère veillait, monsieur de Vineuil. Mais celle-ci s'était assoupie au fond de son fauteuil, tandis que le colonel, les paupières closes, n'avait pas bougé, anéanti de fièvre. Il ouvrit les yeux tout grands, il demanda : « Eh bien, c'est fini, n'est-ce pas ?» Contrarié par la question qui le retenait au moment où il espérait s'échapper, de la Hersch eut un geste de colère en étouffant sa voix. « Ah oui, fini, jusqu'à ce que ça recommence. Rien n'est signé. » D'une voix très basse, le colonel continuait dans un commencement de délire. « Mon Dieu, que je meure avant la fin. Je n'entends pas le canon. Pourquoi ne tire-t-on plus ? Là-haut, à Saint-Mange, à Flégneux, nous commandons toutes les routes. Nous jetterons les Prussiens à la Meuse, s'ils veulent tourner Sedan pour nous attaquer. La ville est à nos pieds, ainsi qu'un obstacle qui renforce encore nos positions. En marche ! Le 7e corps prendra la tête. Le 12e protégera la retraite. » Et ses mains, sur le drap, s'agitaient, allaient comme au trot du cheval qui le portait dans son rêve. Peu à peu, elles se ralentirent, à mesure que ses paroles devenaient lourdes et qu'il se rendormait. Elles s'arrêtèrent. Il restait sans un souffle, assommé. « Reposez-vous, » avait chuchoté de la Hersch. « Je reviendrai quand j'aurai des nouvelles. » Puis, après s'être assuré qu'il n'avait pas réveillé sa mère, il s'esquiva. Il disparut. Dans la remise, en bas, Jean et Maurice venaient en effet de trouver, assis sur une chaise de la cuisine, protégé par une seule petite table de bois blanc, un officier payeur qui, sans plume, sans reçu, sans paperasse d'aucune sorte, distribuait des fortunes. Il puisait simplement au fond des sacoches débordantes de pièces d'or, et, ne prenant pas même la peine de compter, à poignée rapide, il emplissait les képis de tous les sergents du 7e corps qui défilaient devant lui. Ensuite, il était convenu que les sergents partageraient les sommes entre les soldats de leur demi-section. Chacun d'eux recevait ça d'un air gauche, ainsi qu'une ration de café ou de viande. Puis s'en allait, embarrassés, vidant le képi dans leur poche pour ne pas se retrouver par les rues avec tout cet or au grand jour. Et pas une parole n'était dite. On n'entendait que le ruissellement cristallin des pièces au milieu de la stupeur de ces pauvres diables à se voir accablés de cette richesse quand il n'y avait plus, dans la ville, un pain ni un litre de vin à acheter. Lorsque Jean et Maurice s'avancèrent, l'officier d'abord retira la poignée de louis qu'il tenait. « Vous n'êtes sergent ni l'un ni l'autre. Il n'y a que les sergents qui aient le droit de toucher. » Puis, lassé déjà, ayant hâte d'en finir, « Ah, tenez, vous, le caporal, prenez tout de même. Dépêchons-nous, un autre. » Et il avait laissé tomber les pièces d'or dans le képi que Jean lui tendait. Celui-ci, remué par le chiffre de la somme, près de 600 francs, voulut tout de suite que Maurice en prît la moitié. On ne savait pas, ils pouvaient être brusquement séparés l'un de l'autre. Ce fut dans le jardin qu'ils firent le partage, devant l'ambulance, et ils y entrèrent ensuite, en reconnaissant sur la paille, presque à la porte, le tambour de leur compagnie. Bastien, un gros garçon gai, qui avait eu la malchance d'attraper une balle perdue dans l'Aisne, vers 5 heures, lorsque la bataille était finie. Il agonisait depuis la veille. Sous le petit jour blanc du matin, à ce moment du réveil, la vue de l'ambulance les glaça. 3 blessés encore étaient morts pendant la nuit, sans qu'on s'en aperçût. Et les infirmiers se hâtaient de faire de la place aux autres, en emportant les cadavres. Les opérés de la veille, dans leur somnolence, rouvraient de grands yeux, regardaient avec hébétement
ce vaste dortoir de souffrance, où, sur de la litière, gisait tout un troupeau à demi égorgé. On avait eu beau donner un coup de balai, le soir, faire un bout de ménage, après la cuisine sanglante des opérations. Le sol mal essuyé gardait des traînées de sang. Une grosse éponge tachée de rouge, pareille à une cervelle, nageait dans un seau. Une main oubliée, avec ses doigts cassés, traînait à la porte, sous le hangar. C'étaient les miettes de la boucherie, l'affreux déchet d'un lendemain de massacre, dans le morne lever de l'aube. Et l'agitation, ce besoin de vie turbulent des premières heures, avait fait place à une sorte d'écrasement sous la fièvre lourde. À peine, troublant le moite silence, une plainte s'élevait-elle, bégayée, assourdie de sommeil. Les yeux vitreux s'effaraient de revoir le jour, les bouches empâtées soufflaient une haleine mauvaise, toute la salle tombait à cette suite de journées sans fin, livides, nauséabondes, coupées d'agonie, qu'allaient vivre les misérables éclopés qui s'en tireraient peut-être, au bout de 2 ou 3 mois, avec un membre de moins. Bourroche, dont la tournée commençait, après quelques heures de repos, s'arrêta devant le tambour Bastian, puis passa, avec un imperceptible haussement d'épaules. Rien à faire. Pourtant, le tambour avait ouvert les yeux, et, comme ressuscité, il suivait d'un regard vif un sergent qui avait eu la bonne idée d'entrer, son képi plein d'or à la main, pour voir s'il n'y aurait pas quelques-uns de ces hommes parmi ces pauvres diables. Justement, il en trouva 2, leur donna à chacun 20 francs. D'autres sergents arrivèrent, l'or se mit à pleuvoir sur la paille. Et Bastian, qui était parvenu à se redresser, tendit ses 2 mains que l'agonie secouait. « À moi, à moi !» Le sergent voulut passer outre, comme avait passé Bourroche. À quoi bon? Puis, cédant à une impulsion de brave homme, il jeta des pièces sans compter, dans les 2 mains déjà froides. « À moi, à moi !» Bastian était retombé en arrière. Il tâcha de rattraper l'or qui s'échappait, tâtonna longuement, les doigts raidis. Et il mourut. « Bonsoir, monsieur a soufflé sa chandelle, » dit un voisin, un petit zouave sec et noir. « C'est vexant, quand on a de quoi se payer du sirop. » Lui avait le pied gauche serré dans un appareil. Pourtant, il réussit à se soulever, à se traîner sur les coudes et sur les genoux. Et, arrivé près du mort, il ramassa tout, fouilla les mains, fouilla les plis de la capote. Lorsqu'il fut revenu à sa place, remarquant qu'on le regardait, il se contenta de dire « Pas besoin, n'est-ce pas? Que ça se perde. » Maurice, le cœur étouffé dans cet air de détresse humaine, s'était hâté d'entraîner Jean. Comme ils retraversaient le hangar aux opérations, ils virent Bourroche, exaspéré de n'avoir pu se procurer du chloroforme, qui se décidait à couper tout de même la jambe d'un pauvre petit bonhomme de 20 ans. Et ils s'enfuirent, pour ne pas entendre. À cette minute, de la Herche revenait de la rue. Il les appela du geste, leur cria « Montez, montez vite. Nous allons déjeuner. La cuisinière a réussi à se procurer du lait. Vraiment, ce n'est pas dommage. On a grand besoin de prendre quelque chose de chaud. » Et, malgré son effort, il ne pouvait renfoncer toute la joie dont il exultait. Il baissa la voix, il ajouta, rayonnant. « Ça y est, cette fois, le général de Wimpfen est reparti pour signer la capitulation. » Ah, quel soulagement immense! Sa fabrique sauvée, l'atroce cauchemar dissipé, la vie qui allait reprendre, douloureuse, mais la vie, enfin! 9 heures sonnaient. C'était la petite Rose, accourue dans le quartier, chez une tante boulangère, pour avoir du pain, au travers des rues un peu désencombrées, qui venait de lui conter les événements de la matinée à la sous-préfecture. Dès 8 heures, le général de Wimpfen avait réuni un nouveau conseil de guerre, plus de 30 généraux, auxquels il avait dit les résultats de sa démarche, ses efforts inutiles, les dures exigences de l'ennemi victorieux. Ses mains tremblaient, une émotion violente lui emplissait les yeux de larmes,
et il parlait encore lorsqu'un colonel de l'état-major prussien s'était présenté en parlementaire au nom du général de Moltke, pour rappeler que si, à 10 heures, une résolution n'était pas prise, le feu serait rouvert sur la ville de Sedan. Le Conseil, alors, devant l'effroyable nécessité, n'avait pu qu'autoriser le général à se rendre de nouveau au château de Bellevue pour accepter tout. Déjà, le général devait y être, l'armée française entière était prisonnière, avec armes et bagages. Ensuite, Rose s'était répandue en détail sur l'agitation extraordinaire que la nouvelle soulevait dans la ville. À la sous-préfecture, elle avait vu des officiers qui arrachaient leurs épaulettes, en fondant en pleurs comme des enfants. Sur le pont, des cuirassiers jetaient leurs sabres à la Meuse, et tout un régiment avait défilé, chaque homme lançait le sien, regardait l'eau jaillir, puis se refermer. Dans les rues, les soldats saisissaient leurs fusils par le canon, en brisaient la crosse contre les murs, tandis que les artilleurs, qui avaient enlevé le mécanisme des mitrailleuses, s'en débarrassaient au fond des égouts. Il y en avait qui enterraient, qui brûlaient des drapeaux. Place Turenne, un vieux sergent, monté sur une borne, insultait les chefs, les traitait de lâches, comme pris d'une folie subite. D'autres semblaient hébétés, avec de grosses larmes silencieuses. Et, il fallait bien l'avouer, d'autres, le plus grand nombre, avaient des yeux qui riaient d'aise, un allègement ravi de toute leur personne. Enfin, c'était donc le bout de leur misère. Ils étaient prisonniers, ils ne se battraient plus. Depuis tant de jours, ils souffraient de trop marcher, de ne pas manger. D'ailleurs, à quoi bon se battre, puisqu'on n'était pas les plus forts? Tant mieux si les chefs les avaient vendus pour en finir tout de suite. Cela était si délicieux de se dire qu'on allait ravoir du pain blanc et se coucher dans des lits. En haut, comme de la Herche rentrait dans la salle à manger, avec Maurice et Jean, sa mère l'appela. « Viens donc, le colonel m'inquiète. » Monsieur de Vineuil, les yeux ouverts, avait repris tout haut le rêve haletant de sa fièvre. « Qu'importe, si les Prussiens nous coupent de Mézières, les voici qui finissent par tourner le bois de la Falisette, tandis que d'autres montent le long du ruisseau de la Givonne. La frontière est derrière nous, et nous la franchirons d'un saut, lorsque nous en aurons tué le plus possible. Hier, c'était ce que je voulais. » Mais ses regards ardents venaient de rencontrer de la Herche. Il le reconnut. Il sembla se dégriser, sortir de l'hallucination de sa somnolence. Et, retombé à la réalité terrible, il demanda pour la 3e fois. « N'est-ce pas? C'est fini ?» Du coup, le fabricant de draps ne put réprimer l'explosion de son contentement. « Ah oui, Dieu merci. Fini, tout à fait. La capitulation doit être signée à 7 heures. » Violemment, le colonel s'était mis debout, malgré son pied bandé. Et il prit son épée, resté sur une chaise. Il voulut la rompre d'un effort. Mais ses mains tremblaient trop. L'acier glissa. « Prenez garde, il va se couper !» criait de la Herche. « C'est dangereux, ôte-lui donc ça des mains. » Et ce fut madame de la Herche qui s'empara de l'épée. Puis, devant le désespoir de monsieur de Vineuil, au lieu de la cacher, comme son fils lui disait de le faire, elle la brisa d'un coup sec, sur son genou, avec une force extraordinaire dont elle-même n'aurait pas cru capable ses pauvres mains. Le colonel s'était recouché, et il pleura en regardant sa vieille amie d'un air d'infinie douceur. Dans la salle à manger, cependant, la cuisinière venait de servir des bols de café au lait pour tout le monde. Henriette et Gilberte s'étaient réveillées, cette dernière reposée par un bon sommeil, le visage clair, les yeux gais. Et elle embrassait tendrement son amie qu'elle plaignait, disait-elle, du plus profond de son âme. Maurice se plaça près de sa sœur, tandis que Jean, un peu gauche, ayant dû accepter lui aussi, se trouva en face de la Herche. Jamais madame de la Herche ne consentit à venir s'attabler. On lui porta un bol qu'elle se contenta de boire. Mais, à côté, le déjeuner des 5, d'abord silencieux, s'anima bientôt. On était délabré, on avait très faim. Comment ne pas se réjouir de se retrouver là, intact, bien portant, lorsque des milliers de pauvres diables,
couvrait encore les campagnes environnantes. Dans la grande salle à manger fraîche, la nappe toute blanche était une joie pour les yeux, et le café au lait, très chaud, semblait exquis. On causa de la Hersch, qui avait déjà repris son aplomb de riche industriel, d'une bonhomie de patron aimant la popularité, sévère seulement à l'insuccès, en revint sur Napoléon III, dont la figure hantait, depuis l'avant-veille, sa curiosité de badaud. Et il s'adressait à Jean, n'ayant là que ce garçon simple. « Oh, monsieur, oui, je puis le dire, l'empereur m'a bien trompé, car enfin, ces turiféraires ont beau plaider les circonstances atténuantes, il est évidemment la cause première, l'unique cause de nos désastres. » Déjà, il oubliait que, bonapartiste ardent, il avait quelques mois plus tôt travaillé au triomphe du plébiscite, et il n'en était même plus à plaindre celui qui allait devenir l'homme de Sedan. Il le chargeait de toutes les iniquités. Un incapable, comme on est forcé d'en convenir à cette heure. Mais cela ne serait rien encore. Un esprit chimérique, un cerveau mal fait, à qui les choses ont semblé réussir tant que la chance a été pour lui. Non, voyez-vous, il ne faut pas qu'on essaye de nous apitoyer sur son sort, en nous disant qu'on l'a trompé, que l'opposition lui a refusé les hommes et les crédits nécessaires. C'est lui qui nous a trompés, dont les vices et les fautes nous ont jetés dans l'affreux gâchis où nous sommes. Maurice, qui ne voulait pas parler, ne put réprimer un sourire, tandis que Jean, gêné par cette conversation sur la politique, craignant de dire des sottises, se contenta de répondre. On raconte tout de même que c'est un brave homme. Mais ces quelques mots, dits modestement, firent bondir de la Hersch. Toute la peur qu'il avait eue, toutes ses angoisses éclatèrent en un cri de passion exaspérée, tourné à la haine. Un brave homme, en vérité, c'est bientôt dit. Savez-vous, monsieur, que ma fabrique a reçu 3 obus, et que ce n'est pas la faute à l'empereur si elle n'a pas été brûlée? Savez-vous que, moi qui vous parle, j'y vais perdre 100 000 francs à toute cette histoire imbécile? Oh non, non, la France envahie, incendiée, exterminée, l'industrie forcée au chômage, le commerce détruit, c'est trop. Un brave homme comme ça, nous en avons assez. Que Dieu nous en préserve. Il est dans la boue et dans le sang. Qu'il y reste. Du poing, il fit le geste énergique d'enfoncer, de maintenir sous l'eau quelques misérables qui se débattaient. Puis, il acheva son café, d'une lèvre gourmande. Gilberte avait eu un léger rire involontaire devant la distraction douloureuse d'Henriette qu'elle servait comme une enfant. Quand les bols furent vides, on s'attarda, dans la paix heureuse de la grande salle à manger fraîche. Et, à cette heure même, Napoléon III était, dans la pauvre maison du tisserand, sur la route de Donchery. Dès 5 heures du matin, il avait voulu quitter la sous-préfecture, mal à l'aise de sentir Sedan autour de lui, comme un remords et une menace, toujours tourmenté du reste par le besoin d'apaiser un peu son cœur sensible, en obtenant pour sa malheureuse armée des conditions meilleures. Il désirait voir le roi de Prusse. Il était monté dans une calèche de louage. Il avait suivi la grande route large, bordée de hauts peupliers, cette première étape de l'exil, faite sous le petit froid de l'aube, avec la sensation de toute la grandeur déchue qu'il laissait dans sa fuite. Et c'était, sur cette route, qu'il venait de rencontrer Bismarck, accouru à la hâte, en vieille casquette, en grosses bottes graissées, uniquement désireux de l'amuser, de l'empêcher de voir le roi tant que la capitulation ne serait pas signée. Le roi était encore à Vendresse, à 14 kilomètres. Où aller? Sous quel toit attendre? Là-bas, perdu dans une nuée d'orage, le palais des Tuileries avait disparu. Sedan semblait s'être reculé déjà à des lieues, comme barré par un fleuve de sang. Il n'y avait plus de châteaux impériaux en France, plus de demeures officielles, plus même de coin chez le moindre des fonctionnaires où il osa s'asseoir. Et c'était dans la maison du tisserand qu'il voulut échouer, la misérable maison aperçue au bord du chemin, avec son étroit potager enclos d'une haie, sa façade d'un étage, aux petites fenêtres mornes. En haut, la chambre, simplement blanchie à la chaux, était carrelée,
n'avait d'autres meubles qu'une table de bois blanc et 2 chaises de paille. Il y patienta pendant des heures, d'abord en compagnie de Bismarck, qui souriait à l'entendre parler de générosité, seul ensuite, traînant sa misère, collant sa face terreuse aux vitres, regardant encore ce sol de France, cette Meuse qui coulait si belle, au travers des vastes champs fertiles. Puis, le lendemain, les jours suivants, ce furent les autres étapes abominables, le château de Bellevue, ce riant castel bourgeois, dominant le fleuve, où il coucha, où il pleura à la suite de son entrevue avec le roi Guillaume. Le cruel départ, Sedan évité par crainte de la colère des vaincus et des affamés, le pont de bateaux que les Prussiens avaient jeté à Ige, le long des tours au nord de la ville, les chemins de traverse, les routes écartées de Floins, de Flégneux, d'Illy, toute cette lamentable fuite en calèche découverte. Et là, sur ce tragique plateau d'Illy, encombré de cadavres, la légendaire rencontre, le misérable empereur, qui, ne pouvant plus même supporter le trot du cheval, s'était affaissé sous la violence de quelques crises, fumant peut-être machinalement son éternelle cigarette, tandis qu'un troupeau de prisonniers, hâves, couverts de sang et de poussière, ramenés de Flégneux à Sedan, se rangeait au bord du chemin pour laisser passer la voiture. Les premiers silencieux, les autres grondant, les autres peu à peu exaspérés, éclatant en huées, les poings tendus, dans un geste d'insulte et de malédiction. Ensuite, il y eut encore la traversée interminable du champ de bataille. Il y eut une lieue de chemin défoncé parmi les débris, parmi les morts, aux yeux grands ouverts et menaçants. Il y eut la campagne nue, les vastes bois muets, la frontière en haut d'une montée, puis la fin de tout, qui dévalait au-delà, avec la route bordée de sapins, au fond de la vallée étroite. Et quelle première nuit d'exil à Bouillon, dans une auberge, l'hôtel de la Poste, entouré d'une telle foule de Français réfugiés et de simples curieux que l'empereur avait cru devoir se montrer au milieu de murmures et de coups de sifflet. La chambre, dont les 3 fenêtres donnaient sur la place et sur la semois, était la banale chambre aux chaises recouvertes de damas rouge, à l'armoire à glace d'acajou, à la cheminée garnie d'une pendule de zinc, que flanquaient des coquillages et des vases de fleurs artificielles sous globe. À droite et à gauche de la porte, il y avait 2 petits lits jumeaux. Dans l'un coucha un aide de camp, que la fatigue fit dormir dès 9 heures, à poings fermés. Dans l'autre, l'empereur dut se retourner longuement sans trouver le sommeil. Et, s'il se releva pour promener son mal, il n'eut que la distraction de regarder contre le mur, aux 2 côtés de la cheminée, des gravures qui se trouvaient là, l'une représentant Rouget de Lille, chantant la Marseillaise, l'autre le jugement dernier, un appel furieux des trompettes des archanges, qui faisait sortir de la terre tous les morts, la résurrection du chantier des batailles montant témoigner devant Dieu. À Sedan, le train de la maison impériale, les bagages encombrants et maudits étaient restés en détresse, derrière les lilas du sous-préfet. On ne savait plus comment les faire disparaître, les ôter des yeux du pauvre monde qui crevait de misère, tellement l'insolence agressive qu'ils avaient prise, l'ironie affreuse qu'ils devaient à la défaite, devenait intolérable. Il fallut attendre une nuit très noire. Les chevaux, les voitures, les fourgons, avec leurs casseroles d'argent, leurs tourne-broches, leurs paniers de vin fin, sortirent en grand mystère de Sedan, s'en allèrent eux aussi en Belgique, par les routes sombres, à petit bruit, dans un frisson inquiet de vol. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.